Bonjour et bienvenue dans cette formation à Internet. Internet, de nos jours, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Plusieurs définitions existent. Autoroute de l'information, village à l'échelle planétaire, réseau universel ou encore cyberspace. Vous voyez, les étiquettes ne manquent pas pour qualifier ce phénomène de mode qu'est devenu Internet. Les revues grand public ou spécialisées, les journaux branchés, même les magazines télévisés lui consacrent leur couverture en occultant généralement deux aspects pourtant fondamentaux. Tout d'abord, son âge. Si je vous demande l'âge d'Internet par exemple, 1 an, 2 ans, 5 ans? Non. Internet est beaucoup plus vieux que ça. Ce réseau, car il s'agit d'un réseau, fut créé dans les années 60 pour des raisons très peu humanistes. Imaginez, en pleine guerre froide, les militaires américains du Pentagone voulaient disposer d'un réseau informatique ayant l'allure d'une immense toile d'araignée. En anglais, web veut dire toile d'araignée, plutôt qu'un réseau en étoile partant d'un centre. Ainsi, même si une partie du réseau venait à disparaître suite à un bombardement par exemple, le reste du système continuerait à fonctionner malgré tout. Ce réseau a pris une ampleur surprenante, avec maintenant plus de 50 millions de connectés à travers les 5 continents. Il date de plus de 25 ans. Ensuite, Internet n'est pas un réseau commercial. Il est libre d'accès et surtout gratuit. Pratiquement autogéré, ce réseau de réseaux dépend à la fois des subventions du secteur public par les administrations et universités et de la bonne volonté de bénévoles et de centres de recherche. Quand vous êtes connecté à Internet, vous payez un droit d'accès à un provider, en anglais un fournisseur d'accès, un peu comme un péage à une autoroute. Ensuite, la consultation ou la collecte de documents est gratuite, pour l'instant. Ainsi, pour ces deux raisons, Internet n'est pas aussi simple d'utilisation qu'on le prétend. Le terme de net surfing, utilisé pour désigner l'activité de ces gens qui se baladent sur le réseau mondial, est particulièrement bien choisi. Car comme le surf, c'est une activité qui a l'air extrêmement facile, mais qui demande un minimum de technique. Voici quelques chiffres pour bien comprendre de quoi il s'agit. 5 millions d'ordinateurs sont interconnectés au travers de 50 000 réseaux dans 160 pays. On estime qu'environ 50 millions de personnes y ont accès. Et Internet connaît une croissance d'environ 15% du nombre d'abonnés par mois. On peut s'en servir pour l'envoi et la réception de courriers électroniques, qu'on appelle email. On peut y lire des nouvelles, participer à des forums de discussion, envoyer et recevoir des fichiers, se connecter, prendre la main sur un ordinateur distant et surfer sur le World Wide Web. Le World Wide Web, ou encore W3, ou le Web, plus simplement, vous donne accès à des documents situés dans tous les points du globe. Ces documents contiennent du texte ou des images, voire du son ou même des films, et quelquefois, vous aurez même un peu de tout cela dans un seul document. C'est ce qu'on appelle un document multimédia. Le réseau web fonctionne un peu de la manière suivante. Vous vous connectez à un ordinateur pour chercher une information, un texte, image, vidéo, etc. Dans ce document, il est fait référence à un autre document. Vous voulez avoir accès à cette autre information? Il vous suffit de cliquer sur le mot qui vous intéresse pour être immédiatement connecté à un autre ordinateur, peut-être à l'autre bout du monde, et avoir accès à cette deuxième information. C'est la technique de l'hypertexte qui permet ainsi de sauter d'une information à une autre grâce aux liens créés entre les informations. À partir du moment où une personne crée un document sur Internet, ce document peut être relié à n'importe quel autre document du web. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur un de ces liens pour ouvrir ce nouveau document et voyager ainsi de lien en lien. De quelle manière allez-vous accéder à cette masse d'informations mondiale? Vous aurez besoin d'un logiciel de navigation pour le web, un browser en anglais, et c'est là que Netscape Navigator intervient. La première partie de ce CD-ROM vous présentera Netscape Navigator, en abrégé Netscape, ainsi que le World Wide Web. Vous apprendrez comment vous procurer Netscape, comment l'installer et comment le mettre en marche. En premier lieu, avant même de vous procurer Netscape et de le lancer, assurez-vous que votre ordinateur répond bien aux conditions suivantes. Tout d'abord, votre ordinateur doit tourner sous Windows 3.1 ou 95, avoir une capacité de RAM d'au moins 4 mégas et un minimum de 5 mégaoctets d'espace libre sur le disque dur. Si votre ordinateur est plus puissant en RAM et a un disque dur d'une capacité supérieure, votre confort d'utilisation n'en sera que meilleur. Ensuite, votre ordinateur doit être équipé d'un modem d'une vitesse minimale de 9600 bauds. Nous vous recommandons cependant l'utilisation d'un modem plus rapide, 14 000, 28 000 ou plus. Alors une fois votre logiciel de connexion installé, vous pourrez commencer votre exploration du web avec Netscape. Ce sera la deuxième partie de ce CD-ROM. Vous êtes prêts pour l'aventure? Alors rejoignez-moi pour votre première leçon de surf. C'est par là. Votre cours multimédia CD Training est dense. Il inclut une dizaine d'heures de cours, soit 100 leçons organisées en 10 chapitres, et un support de cours prêt à l'emploi et à l'impression. Laissez-moi vous donner quelques conseils pour une utilisation optimale de votre CD-ROM. Autrement dit, pour vous permettre d'être le plus efficace possible en un minimum de temps. Pour accéder aux leçons, tout d'abord, deux possibilités.
La première, cliquez simplement sur le son multimédia. Choisissez le chapitre qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de dérouler séquentiellement votre formation, puisque chaque partie est autonome. Puis cliquez sur le clap correspondant à la leçon. Le premier et le dernier clap de chaque chapitre, en jaune, correspondent à des séquences vidéo. Le dernier clap vous permet une auto-évaluation par le biais du QCM. Je viendrai en personne, à l'issue des QCM, vous faire part de votre note, qui, j'en suis sûre, sera excellente. La seconde possibilité, c'est de cliquer sur « Recherche thématique ». Vous obtiendrez un index comparable à un annuaire téléphonique qui vous permettra, en fonction de mots-clés, d'accéder directement à la leçon de votre choix. Vous pouvez contrôler à volonté son déroulement grâce au bouton de contrôle similaire à celui de votre magnétoscope. Vous pouvez également, depuis le menu principal de votre CD-ROM, choisir d'obtenir le support de cours. Et si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, choisissez la recherche thématique ou le support de cours. Je vous retrouve très bientôt. Pour un premier contact, je vous propose de vous emmener faire une promenade dans le World Wide Web. Lorsque vous êtes connecté à un serveur web, vous vous trouvez face à un écran d'accueil qui ressemble à celui des nombreuses applications sous Windows. Et vous verrez dans la page des éléments, des mots ou des images d'une couleur différente de celle des autres informations. Il s'agit certainement de liens hypertextes. Ça veut dire que si vous cliquez dessus, vous allez accéder à une autre page d'information sur le même serveur ou sur un autre à l'autre bout du monde. Cette connexion s'établit de manière pratiquement transparente pour l'utilisateur qui, lui, ne fait que naviguer ou encore surfer d'un document à l'autre. Voilà, alors j'espère que le programme vous tente et que je vous retrouverai très vite dans les leçons à venir. Pour cette visite d'initiation, nous avons retenu Netscape Navigator dans sa dernière version. En moins de 2 ans, Netscape Navigator s'est imposé comme le logiciel standard en matière de navigation sur le web. Et la nouvelle version marque une nette évolution. Du rang de simple navigateur sur le web, le logiciel passe à celui d'intégré pour Internet. Ça veut dire qu'il offre, dans un seul et même produit, plusieurs fonctionnalités complémentaires. Avant Netscape 2, il vous fallait acquérir différents logiciels pour obtenir les mêmes fonctions. La rapidité d'affichage s'améliore encore. Il en va de même pour la gestion des adresses, les bookmarks ou les signets en français, dont nous reparlerons. De nouvelles fonctionnalités apparaissent, notamment le tag frame, sans doute la plus spectaculaire. Cette nouveauté permet d'inclure plusieurs pages web dans une seule et même fenêtre. Cette fonction devrait rapidement faire des émules car elle autorise une présentation plus rationnelle et plus cohérente des sites visités, avec par exemple un sommaire fixe sur une colonne de gauche et des pages diverses dans une autre zone. En un mot, la mise en page vient de faire son entrée sur le web. Alors dans ce chapitre, nous verrons où et comment se procurer Netscape Navigator, comment l'installer, le lancer et le quitter. Ensuite, nous ferons nos premiers pas sur le web en utilisant les fonctions de base. On verra par exemple comment accéder ou modifier la page d'accueil que Netscape charge à l'écran au moment de sa première mise en route. Puis pour clore le chapitre, on verra comment se déplacer tout simplement dans le web. Vous êtes prêts? Alors suivez-moi. Netscape Navigator est une application qui vous servira essentiellement à naviguer ou à surfer sur le web. Sa principale caractéristique est une interface graphique intuitive, complète et facile à manipuler. La barre d'outils, par exemple, comporte des boutons d'accès aux commandes et aux fonctions les plus utilisées pour vous éviter d'avoir recours à de nombreux menus ou à des saisies de texte. La barre de répertoire offre des boutons pour atteindre les destinations les plus souvent fréquentées. Ouvrir des documents web qu'on appelle pages est d'une simplicité enfantine à partir de Netscape Navigator. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à passer d'une page à l'autre et à personnaliser votre écran pour n'afficher que ce dont vous avez besoin. Pour accéder aux millions de pages disponibles sur Internet, vous devez donner une adresse. Là réside toute la difficulté, ou de moins devrais-je employer le passé, résider la difficulté. En effet, Netscape Navigator vous permet de gérer, d'éditer et même de modifier ces adresses, appelées aussi signets, marque-page ou bookmark en anglais. Vous verrez donc dans ce chapitre comment rédiger vous-même une adresse, comment trouver ou retrouver votre chemin sur le web grâce aux outils de découverte, créer des listes de vos sites préférés pour pouvoir y revenir ensuite facilement. Enfin, vous verrez comment utiliser les barres d'icônes et de répertoire. Ça vous va? Alors cliquez vite sur la première leçon. Le web, s'il est la vitrine d'Internet, n'en est pas moins une gigantesque bibliothèque où l'on se promène seul, sans contact avec les autres utilisateurs du réseau. Alors si vous désirez vous rendre sur Internet pour discuter des défaites ou des victoires de votre équipe favorite en Formule 1, si vous recherchez un conseil d'expert sur la façon d'optimiser Windows 95, si vous voulez lire des articles de revues étrangères ou scientifiques sur un sujet précis, sachez que vous trouverez tout cela, et même davantage, dans les groupes de discussion Usenet. Les utilisateurs de Usenet peuvent poster des messages vers plus de 10 000 groupes.
Les autres utilisateurs peuvent alors lire ces articles, y répondre ou même ajouter un commentaire à leurs réponses. Les newsgroups ou forums ou encore groupes de discussion sont des espaces de libre expression sur Internet. On y traite à peu près de tous les sujets possibles et imaginables. De l'installation d'un graveur de CD-ROM en passant par la vie sentimentale de Sharon Stone jusqu'aux Jeux Olympiques de l'an 2000. Ces groupes de discussion font partie de ce sous-ensemble d'Internet qu'on appelle Usenet. Qu'est-ce que c'est Usenet? Usenet, c'est d'abord un logiciel qui permet l'échange de messages dans des boîtes aux lettres publiques. Plus généralement, il désigne un système de services télématiques à l'échelle planétaire antérieur à Internet lui-même. Le principe de base n'est pas vraiment différent des messageries qu'on trouve sur le Minitel français. Pour vous y retrouver parmi ces 10 000 groupes, vous devez d'abord comprendre un peu comment Usenet est organisé. Avec autant de groupes de news, dont certains proposent des centaines de messages par jour, vous ne pourrez consulter de manière régulière que quelques groupes tout au plus. Alors pour suivre régulièrement les groupes qui vous intéressent, il faudra d'abord vous y abonner, gratuitement bien sûr, on est sur Internet. Lorsque vous serez abonné à un groupe, Netscape prendra note des articles que vous aurez déjà lus et de ceux que vous n'aurez pas encore consultés. Ainsi, vous n'aurez pas à faire le tri parmi des centaines d'articles avant de trouver ceux que vous n'avez pas encore lus. Dans ce chapitre, donc, vous apprendrez à mieux connaître les newsgroups et comment s'abonner à ceux qui vous intéressent. Vous verrez ensuite comment lire, répondre, sauvegarder, en un mot, gérer vos news. Après quoi, il ne vous restera plus qu'à vous connecter pour faire partie intégrante de cette cacophonie interplanétaire qu'est Usenet. La messagerie électronique ou email est le service le plus utilisé. Grâce à lui, vous pouvez envoyer à un autre abonné des messages et y joindre, si vous le voulez, des fichiers. Le courrier électronique reste encore une des méthodes les plus efficaces pour transmettre des informations. Il est extrêmement fiable, pas de perte ou de vol, rapide, quelques secondes le plus souvent, quelques minutes et jamais en grève. Coûte toujours un même prix insignifiant, une communication locale, quelle que soit la destination, et moyennant quelques précautions, il permet même de transmettre des informations avec un degré raisonnable de confidentialité. De plus, l'email ne dérangera pas votre correspondant sous la douche ou en plein sommeil. Tout comme le reste d'Internet, l'utilisation du courrier électronique a été grandement facilitée par Netscape Navigator, qui dispose désormais de gestion de courrier électronique et de toutes les fonctions d'un vrai traitement de texte. Nous verrons dans ce chapitre les principales fonctions offertes par l'email: la composition du message à émettre, l'expédition, la réception, la gestion, la sauvegarde et l'archivage de vos messages, sans oublier leur impression et les listes de diffusion. Ça vous va? Alors en route pour vos premiers courriers. On a vu qu'Internet permet de naviguer sur ces autoroutes de l'information. Alors gardons cette métaphore de l'autoroute et imaginez les différentes voies sur lesquelles vous pouvez envoyer du courrier, recevoir des messages ou surfer sur le web. Une autre voie des autoroutes de l'information est occupée par les sites FTP, qui permettent principalement de télécharger des logiciels. Une autre voie permet d'effectuer des recherches ou des déplacements automatiques sur le réseau avec des programmes comme Gopher. Et une dernière file permet de contrôler un autre ordinateur branché au réseau, à l'aide de Telnet. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce chapitre. Le téléchargement des logiciels, freeware ou shareware, est une des principales activités du réseau. Pour cela, Internet dispose d'un protocole de transfert de fichiers, FTP pour File Transfer Protocol, capable de télécharger des fichiers sur votre disque dur à partir d'ordinateurs ou de centres serveurs distants. Gopher est un autre système de fichiers sur Internet. En fait, on peut concevoir Gopher comme l'ancêtre du web, utilisant une technologie similaire mais en mode texte et non graphique. Gopher se fonde sur le même type de système que le web et que FTP, avec des fichiers situés sur des sites serveurs auxquels vous pouvez accéder à partir de votre ordinateur. Les sites Gopher peuvent être reliés entre eux, tout comme les sites web, de façon de passer de l'un à l'autre sans être tenus pour autant de connaître leur adresse. Gopher Space, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des serveurs Gopher, est basé uniquement sur des menus de texte alors que le web mélange le texte et les images. Quand vous accédez à un site Gopher, un menu vous est présenté dans lequel vous choisissez une option qui peut conduire à des options supplémentaires ou à des fichiers. Nous verrons donc comment se déplacer à travers les menus et les fichiers d'un site Gopher. Enfin, vous verrez comment, grâce à Telnet, vous pourrez accéder à un ordinateur distant du vôtre ou encore vous promener dans ces différents répertoires. Alors sans plus attendre, attaquons les leçons suivantes. Le FTP anonyme, c'est bien et pratique. Encore faut-il savoir exactement où se trouve le logiciel que vous cherchez. Et tout se gâte très rapidement lorsqu'on ne sait pas sur quel site ou dans quel point du globe cette information se trouve. En effet, Internet offre une diversité impressionnante d'informations et sa croissance exponentielle rend les outils de recherche absolument indispensables. Alors on verra dans ce chapitre comment utiliser 3 outils de recherche pour vous faciliter la vie et profiter pleinement de la puissance d'Internet. Ces outils sont Waze, Archie et Veronica. Waze, Wide Area Information System, est un système permettant de lancer des recherches d'informations dans des bases de données ou des bibliothèques.
Il existe actuellement environ 500 bases de données Waze accessibles dans le monde. Et ce nombre ne cesse d'augmenter car Waze est un service relativement récent. Archie est une base de données avec un langage de requête. Dans cette base de données, on trouve des résumés et des listes de serveurs FTP et les répertoires contenant ces fichiers. Archie vous permet donc de rechercher des serveurs FTP contenant certains programmes et fichiers. Enfin, Veronica est un système de recherche que vous appelez directement depuis Gopher. Ce système est une base de données qui peut être interrogée depuis plusieurs serveurs Veronica. Pour lancer une recherche, vous pouvez vous connecter directement à un serveur Veronica ou démarrer sur un serveur Gopher local. Voilà, je sais, ça a l'air d'être du chinois, mais vous inquiétez pas, après les 10 leçons qui vont venir, vous allez tout comprendre. Vous connaissez maintenant l'essentiel pour vous déplacer dans le web avec Netscape Navigator et vous avez probablement très envie d'y trouver quelque chose qui vous intéresse. Mais vous ne savez pas encore trop où regarder. Alors dans ce chapitre, vous allez apprendre comment trouver tout ce que vous voulez y chercher. Internet est immense, il englobe plus de 2 millions de pages avec des informations sur tous les sujets imaginables. Mais la question demeure, comment les trouver ? Heureusement pour vous, divers utilisateurs, individuels ou organisations, ont commencé à élaborer des catalogues de fiches pour le web. Cependant, aucun d'entre eux n'est vraiment complet et pour cause, toutes les 3 minutes, il y a une nouvelle page web qui vient se glisser dans Internet. Résultat, même si quelqu'un essayait de créer un annuaire mondial des pages disponibles, une fois qu'il aurait terminé, il n'aurait plus qu'à recommencer car son annuaire serait non seulement caduc, mais en plus il existerait plus de pages non répertoriées que de pages dans son annuaire. Voilà pourquoi des moteurs de recherche existent. Ils vous permettent de chercher dans un index la catégorie qui vous intéresse, puis de sélectionner un titre. Par exemple, vous sélectionnez la catégorie cinéma, vous y trouverez des sous-titres concernant les films, les acteurs, etc. Le moteur vous offrira alors une liste de sites web traitant du sujet que vous cherchez. Vous pouvez aussi directement demander la recherche de mots-clés supposés se trouver dans les pages web qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez demander la liste des pages comprenant le mot cheval vapeur ou Juliette Binoche ou voûte plantaire. Attention, essayez d'être précis dans vos recherches, sinon le moteur risque de vous sortir plusieurs centaines de sites. Dans ce chapitre, on va examiner de plus près quelques moteurs de recherche parmi les plus connus. Vous vous familiariserez ainsi avec des moteurs aussi célèbres que Yahoo, Lycos et d'autres. Alors, affûtez vos stylos électroniques et en route pour de nouvelles aventures. Hier encore, tout le monde disait que le web était une révolution dans la tourmente d'Internet. Mais aujourd'hui, on a à peine eu le temps de se familiariser avec l'environnement hypertexte que voici les éditeurs repartis en quête de nouvelles applications, plus graphiques, plus intuitives et plus puissantes. En effet, il ne suffit plus que les documents recèlent des logos, des graphiques, des photos numérisées et encore des tableaux. Voici que les animations, les séquences sonores ou la vidéo ainsi que la 3D et toute une pléiade d'applications surgissent dans l'univers des plugins de Netscape Navigator. Plus d'une vingtaine de plugins ou modules complémentaires sont aujourd'hui prêts à être téléchargés sur le web. Ces modules permettent d'afficher des informations ou d'exécuter des bouts de programme impossibles à réaliser par un navigateur ordinaire. Certains de ces logiciels complémentaires visent à réaliser l'intégration d'images ou d'animations à l'intérieur de la fenêtre d'affichage de Netscape. D'autres permettent d'intégrer des nouvelles fonctions de navigation ou des documents issus en droite ligne du multimédia comme le son, la vidéo ou encore la 3D. Alors les procédures d'installation de ces applications complémentaires sont toutes plus ou moins similaires. Il y a un répertoire destiné à accueillir les exécutables du plugin qui va être créé sur le disque dur. Puis quelques fichiers iront se loger dans les sous-répertoires de Netscape Navigator afin d'étendre ses possibilités. Alors ensuite, dès que Netscape sera confronté à un format qu'il est incapable de traiter, le plugin prendra le relais. Nous verrons donc dans ce chapitre quelques modules comme Acrobat, WebFX ou encore Video Live. Alors, en route pour cette avant-dernière aventure qui vous fera découvrir ce qui se fait de mieux en ce moment sur le web et vous laissera présager de quoi sera fait le futur. Dans cette dernière partie, nous allons essayer de porter notre regard vers le futur. De nombreuses entreprises travaillent sur ce que sera le web des années à venir. Seulement chacun allant dans une direction précise, il n'est pas sûr que tout le monde se retrouve à l'arrivée. C'est pourquoi ce chapitre se veut ouvert sur les possibilités innombrables du prochain web. Par exemple, nous parlerons de Palace, c'est-à-dire d'un espace virtuel en 3 dimensions dans lequel vous pourrez vous promener et faire des rencontres. Et puisque nous parlons du virtuel, nous irons voir où en est la technologie VRML. Nous verrons aussi comment téléphoner à l'autre bout de la planète en ne payant qu'une communication locale. De plus en plus d'entreprises et de consommateurs découvrent et pratiquent chaque jour l'achat et la vente directe de biens et de services sur le web. Aussi, nous ne pourrons pas nous quitter sans parler de la sécurisation des transactions. En effet, la crainte du piratage freine les échanges financiers. Mais de grandes entreprises comme Visa se penchent en ce moment même sur le sujet pour garantir des transactions sécurisées. Mais dès aujourd'hui, grâce à Netscape, vous pouvez confier sans crainte les coordonnées de votre carte de crédit ou d'autres informations personnelles. En effet, Netscape a pris soin d'intégrer un système de sécurité.
De cette manière, en vous connectant à un site protégé, toute information fournie demeure confidentielle. Mais nous vous montrerons comment vous assurer que le site sur lequel vous êtes connecté est effectivement protégé. Et il y a fort à parier que dès que cette sécurisation sera effective sur tout le réseau, ce seront des milliards et des milliards de francs, de dollars, de yens ou de marks qui transiteront chaque jour sur Internet. Enfin et pour finir, nous parlerons de Shockwave et de Java, deux nouveaux langages qui promettent monts et merveilles pour le futur. Alors attachez vos ceintures et en avant pour le 3e millénaire qui passera, j'en suis sûr, par Internet. Internet, qu'est-ce que c'est? Alors ça n'est pas, comme certains le croient, un gigantesque ordinateur central sur lequel seraient connectés des milliers et des milliers d'utilisateurs. C'est un ensemble de réseaux, de nature plus ou moins différente, appartenant à des sociétés différentes, disséminées aux 4 coins du monde. Tous ces réseaux sont interconnectés à l'aide de liaisons diverses, RTC, lignes spécialisées, lignes à haut débit, etc. Techniquement, Internet est le plus grand regroupement mondial de réseaux d'ordinateurs. 100 réseaux permettent à 5 millions d'ordinateurs de s'interconnecter par un mode de communication appelé protocole TCP/IP. Internet est utilisé par près de 50 millions d'utilisateurs qui, de leur ordinateur, envoient et reçoivent du courrier électronique, participent à des forums de discussion, recherchent toutes sortes d'informations et utilisent des services fournis par une multitude d'opérateurs publics ou privés disséminés à travers les 5 continents. Internet est aujourd'hui le réseau de communication ayant le plus fort taux de développement et d'expansion à travers le monde. Le taux de croissance des utilisateurs est estimé à environ 15% par mois depuis le début 1995. Internet n'est géré par aucun groupe en particulier. Les groupes ou les organisations faisant partie d'Internet acceptent de suivre un protocole de télécommunication commun qui leur permette de relier les réseaux entre eux. L'Internet Society est une association à but non lucratif chargée d'effectuer des recherches et de résoudre des problèmes techniques. Les protocoles de télécommunication comme TCP/IP sont déterminés par l'IETF, Internet Engineering Task Force, qui fait partie de l'Internet Society. Le réseau commença réellement à prendre son essor dans les années 80 avec les débuts de la micro-informatique. Dans les années 90, l'arrivée massive dans les foyers américains de la micro-informatique familiale fut le véritable démarrage de l'accès grand public, en provoquant d'ailleurs un véritable raz-de-marée de nouveaux arrivants. En Europe, c'est différent. Les gouvernements ont longtemps considéré Internet comme un gadget universitaire américain. Le développement européen d'Internet se faisait donc à partir des centres de recherche uniquement. Dès 1980, le CNAM et l'INRIA créèrent une première connexion entre les réseaux américains et les laboratoires français, tandis que les centres lyonnais de recherche de physique s'adressèrent au CERN en Suisse pour se connecter. En 1994, un nœud de connexion français, un GIE, Groupement Internet Exchange, est créé, permettant enfin aux divers sites français de se relier entre eux directement. L'histoire d'Internet, c'est un beau rêve américain, celui d'une expérimentation militaire qui s'est transformée en un immense réseau civil, libre de toute censure et gratuit. Dans moins de 5 ans, à l'aube du 3e millénaire, la moitié de la population mondiale sera connectée sur Internet. Voilà ce qu'on a fait d'Internet en une vingtaine d'années. Ce qu'on veut en faire demeure pour l'instant une autre histoire. Que pouvons-nous trouver sur Internet? Voilà bien la question embarrassante, je serais tenté de vous répondre, vous y trouverez tout et même le reste. Il existe tellement de sites connectés à travers le monde qu'il est pratiquement impossible d'établir une liste exhaustive des différents types de ressources disponibles. L'Internet est un véritable monde, avec ses couleurs, ses beautés et aussi ses laideurs. Vous serez certainement un peu perdu au début, vous ne saurez pas où aller, ni même comment vous y rendre, ou plutôt vous y perdre. Vous téléchargerez tout et surtout n'importe quoi, n'importe comment, par ignorance ou juste pour le plaisir de récupérer de nouveaux fichiers ou programmes sur votre ordinateur. Vous serez peut-être aussi découragé, voire même déçu. En effet, les connexions sur le réseau des réseaux vous sembleront lentes, très lentes même, suivant les heures auxquelles vous vous connecterez, et fonction aussi du trafic rencontré. Mais très vite, grâce à cette formation, vous apprendrez à vous diriger dans ce labyrinthe intercontinental et à sélectionner ce que vous devrez télécharger ou éviter de télécharger, aller chercher l'information là où elle se trouve, bref, à définir vos besoins et à y répondre de manière rapide et efficace. Voici donc, pour vous mettre en appétit, ce que vous rencontrerez lors de vos différentes visites sur le net. Des bases de données sur de très nombreux sujets situés aux 4 coins du monde, mais consultables depuis votre ordinateur, une quantité impressionnante de logiciels en libre accès, appelés aussi freeware, ainsi que des partagiciels, et oui, c'est la traduction française des shareware, disponibles sur des plateformes aussi différentes que DOS, Unix, Windows ou encore Mac. Des articles, des rapports, des thèses, des documents littéraires ou scientifiques ou techniques, des présentations de diverses sociétés avec leur catalogue de produits ou des services en ligne, des images fixes ou animées, des séquences vidéo, de la musique, des sons de toutes sortes, en un mot, du multimédia. Vous pourrez aussi partir en voyage à la découverte de musées, de villes exotiques ou de toutes sortes de sites touristiques, et ce sans quitter votre fauteuil.
Découvrir des expositions, lire des livres, échanger votre point de vue avec votre voisin de palier ou n'importe quel individu de l'autre côté de la planète, et ce en temps réel ou différé, selon votre bon vouloir. Mais patience, nous disposons d'une centaine de leçons pour mieux appréhender les contours, découvrir son fonctionnement et faire en sorte qu'Internet devienne entre vos mains un outil efficace, source de productivité dans vos entreprises professionnelles ou simplement une balade intéressante. Ça vous convient? Et n'oubliez pas, ceci n'est qu'une infime partie de ce que vous pourrez faire ou trouver sur Internet. Ce réseau n'étant ni figé ni statique, il est et sera ce que vous voudrez bien en faire. Car il ne se passe pas une semaine sans une innovation, une évolution ou même une révolution sur le net. J'espère que vous avez maintenant compris qu'Internet est un groupement de réseaux informatiques reliés par le protocole TCP/IP. TCP pour Transmission Control Protocol et IP pour Internet Protocol. Ce protocole se présente sous forme de logiciel permettant à tous les ordinateurs branchés sur le réseau de communiquer entre eux, quel que soit leur système d'exploitation ou leur puissance. En résumé, il s'agit d'une sorte d'espéranto informatique pour assurer une parfaite compréhension entre ces différents systèmes et langages. Lorsque vous voulez transmettre des données, votre ordinateur envoie ces données sous forme de paquets d'informations sur les lignes téléphoniques qui transitent alors par de gros serveurs et arrivent ainsi à destination. Mais la force d'Internet réside dans le fait que vos données ne sont pas véhiculées dans un seul et unique paquet, mais dans différents paquets transitant par différents endroits. Laissez-moi être plus explicite. Imaginez une famille de 5 personnes désirant se rendre de leur domicile vers un lieu de vacances. Deux choix s'offrent à eux. Ils peuvent tous monter à bord de la voiture familiale et voyager ensemble, ou encore prendre chacun une voiture et se rendre séparément par des chemins distincts vers leur destination. Une fois arrivés, les 5 membres se réunissent pour reformer la famille. Et c'est bien la seconde solution qui est employée par Internet pour véhiculer vos données. L'information a donc une infinité de façons de circuler entre deux utilisateurs selon l'encombrement, l'heure et le lieu. Elle passera par des endroits différents. L'accès aux données et leur transmission est gratuite. Seuls sont payants l'accès au réseau que vous fournit le provider ou le fournisseur d'accès en français et la communication téléphonique locale qui vous relie à l'ordinateur de ce provider. Et paradoxalement, c'est l'étape la plus simple du transfert qui est payante. Bien. Voyons maintenant ce dont vous aurez besoin pour vous promener sur le net. Tout d'abord, un ordinateur, mais enfin quelque chose nous dit que vous en avez déjà un. Et pour ceux qui regardent ce CD depuis le PC de leur ami, sachez qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une bête de course, un 486 suffit amplement. Ensuite, il vous faut un modem pour vous brancher sur la ligne de téléphone. En revanche, la vitesse de transmission du modem est importante. Cette vitesse est calculée en BPS, baud par seconde. Le choix est simple. Si vous désirez visiter le net de façon épisodique, alors vous n'avez pas besoin d'investir dans un modem puissant. Si vous voulez faire plus, alors il vous faut un modem rapide. Mais vos factures téléphoniques vous en remercieront. Passons à l'étape suivante. Vous devez souscrire un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès à Internet. Celui-ci vous offrira ou vous facturera un kit de connexion ainsi qu'un logiciel d'accès et de navigation. Enfin, n'oubliez pas qu'il reste à votre charge les frais de téléphone pour appeler votre fournisseur d'accès. C'est pour ça qu'il est judicieux, évidemment, d'en choisir un près de chez vous. Pour naviguer sur le net, nous allons utiliser Netscape Navigator. Aussi, je vous donne rendez-vous dans les leçons suivantes pour commencer notre exploration. Tiens, je ne vous vois pas. Où êtes-vous? Ah, ça y est. Je vous aperçois caché derrière votre micro-ordinateur. Et je vous comprends. À votre place, je ferai sans doute la même chose. Ou j'irai voir un psy. On oublie tout et on recommence. Vous feriez quoi, vous, à ma place? Vous avez annoncé une mauvaise nouvelle à quelqu'un que vous aimez bien. Vous y allez franchement? Alors moi aussi. 0 pointé. Et voilà. Une bonne nouvelle. Vous ne pouvez que progresser. Si, je vous assure. Eh oui. On n'a pas encore inventé la notation négative. 0. Persévérer. C'est presque ça. Vous auriez eu un 0 en plus et vous atteignez le score parfait 10 sur 10. En attendant, vous n'avez qu'un. Il ne vous reste plus qu'à recommencer avec un peu plus d'attention. Vous êtes unique. Si, je vous assure. Enfin, ce n'était quand même pas une bonne raison pour avoir un. Vous auriez pu, j'en suis sûre, faire beaucoup mieux. Alors, je compte sur vous. Un jour, il était une fois un point. Une révision s'impose. Je suis un formateur patient.
Et je ne me lasse pas de répéter. Alors n'hésitez pas à réviser les leçons une deuxième fois, ce qui vous évitera d'avoir 2. Regardez-moi bien. Je suis là. Et cela fait 1. Maintenant, c'est moi qui vous regarde. Oui, vous êtes bien là. Ça fait 2. Tiens, quelle coïncidence. C'est juste votre note. Et ce n'est pas suffisant. Recommencez donc les leçons. Deux yeux, 2 oreilles, 2 mains. Ça sert normalement à bien voir, bien écouter et bien manipuler pour avoir par exemple une dizaine de points. Pourquoi donc n'avez-vous eu que 2 points? Alors, au revoir. De 3 à moi, ça fait toi. Pardon, de toi à moi, ça fait 3. Et ce n'est pas assez. Recommencez donc. Par question, 3 propositions. 10 questions au total. 3 points. C'est logique. J'ai comme un doute. Vous aussi? Vous avez un doute? Surtout quand vous avez cliqué sur la réponse. Au travail. Avec le sourire, s'il vous plaît. J'ose à peine vous l'annoncer. 3 sur 10. Concentrez-vous. En plus, vous êtes capable, faites un effort. Si votre enfant vous montre son carnet de notes avec un 4 sur 10, vous lui donnerez peut-être une petite tape. Vous avez de la chance que je sois virtuelle. Bisous et à la prochaine. Votre score est de 4. 4 bonnes réponses sur 10 possibles. Ce n'est pas suffisant. En y mettant de la bonne volonté, vous y arriverez, très certainement, à un score bien plus honorable. Approchez-vous. Oui, plus près. C'est cela. Vous êtes maintenant à bonne distance. Je voulais simplement vérifier que vous avez de beaux yeux. C'est bien. Mais pas suffisant. Votre score est de 4. Et avec les yeux que vous avez, vous devriez avoir plus. La moyenne, 5 sur 10. Et je suis convaincue que vous n'êtes pas satisfait de votre performance. La prochaine fois, vous aurez, j'en suis sûre, bien plus. Votre score est équilibré. 5 réponses correctes, 5 erronées. Vous pouvez faire bien mieux. Revoyez pour cela certaines leçons et recommencez ce test. On se retrouvera alors pour une appréciation de votre score qui sera, à n'en pas douter, plus proche de 10. À ce questionnaire, vous avez obtenu un demi-succès. Ou pour parler différemment, vous avez subi un demi-échec. Moi, ces histoires de demi ne me conviennent qu'à moitié. 5 sur 10. Oublions tout et recommençons. La moyenne plus 1. Vous valez bien mieux. Au minimum, la moyenne plus 2. Allez, vous n'êtes pas si loin de l'extase. Persévérez et profitez-en pour revoir vos leçons. 6 points, ce n'est pas si mal. Mais au-delà, ce serait mieux. Vous êtes d'accord? Alors, revoyez certains points et vous aurez plus de points la prochaine fois. Votre score se situe dans la moyenne honorable. Un peu plus d'attention vous aurait permis de mieux réussir. Alors, qu'attendez-vous? Je suis disponible pour vous 7 jours sur 7. Vous devriez donc avoir obtenu 10 sur 10. Logique, non? À partir de 7 points, je commence à être fière de vous. Mais ce n'est qu'à 10 points que je m'approche tout près de vous pour vous féliciter. Allez, encore un petit effort. 3. Mais non, pas de
panique, ce n'est pas votre score, c'est juste le nombre de points qu'il vous manquait pour obtenir le score parfait. Dans l'immédiat, vous avez obtenu 7. Vous n'êtes plus très loin de la terre promise. Bravo! Si, bravo! Vous avez 8 points. C'est bien, mais vous allez finir par faire des jaloux. Surtout si vous progressez encore. Mettez vite en application vos connaissances. Vous êtes sur la bonne voie. 8 points. C'est bien, mais si, c'est bien. Je sais, vous auriez sûrement préféré avoir 9 ou 10. Mais moi aussi, j'aurais préféré que vous ayez 9 ou 10. Est-ce une raison pour faire cette mine attristée? Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis sûre que vous aurez 9 ou 10 la prochaine fois. Vous êtes passé à 2 points du sans faute. À 2 points, ce n'est tout de même pas si mal. Et vous pouvez être satisfait de votre parcours. La prochaine fois, prenez un peu plus de temps avant de cliquer sur la réponse de votre choix. Et je suis convaincue que vous obtiendrez la note maximum. Vous y êtes presque. À 1 point près, et c'était bingo, 10 sur 10, cela force l'admiration. D'ailleurs, je vous admire. Mais si, je vous admire. Cela ne se voit pas? Ah bon? Vous m'avez fait peur. 9 sur 10, c'est super. Bravo et bravo. Vous êtes très proche de la perfection, mais vous n'y êtes pas encore. Alors, un petit effort et vous devriez faire partie du club très restreint des sans faute. De vous à moi. J'ai fait ce test pas plus tard qu'hier et j'ai obtenu le même score que vous. Je vous vois sourire. Mais oui, il m'arrive de faire des fautes d'inattention. 9 sur 10. Ce n'est pas si mal. Et vous? Votre erreur, elle est aussi due à votre inattention. Bravo! Ben quoi? Que voulez-vous que je dise? C'est parfait! 10 sur 10! Je n'en espérais pas tant. Oh, bravo! Vous êtes super. Vous avez obtenu la note parfaite. Vous vous rendez compte? 10 sur 10. Tenez, si je ne me retenais pas, je vous embrasserai. Je vais de ce pas en parler à mon mari. Il sera si fier. Vous avez parfaitement répondu, sans faute. Votre main n'a pas tremblé et la souris a répondu au doigt et à l'œil. Vous êtes super. Vous ne vous regarderez plus de la même façon le matin en vous levant. Et laissez-moi vous faire une confidence. Vous avez raison. Et bien maintenant, je vais vous dire au revoir. Au revoir.